BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle ? François Sorel. Voilà le retour de quoi je me mêle, deuxième partie pour débattre sur l'actu de cette semaine. Vous le savez, De quoi je me mêle, tous les week-ends, votre rendez-vous sur 01 TV, BFM Business à la radio, à la télé, avec Anthony Morel cette semaine, journaliste à BFM Business que vous retrouvez aussi sur RMC, avec Estelle Midi, et puis donc Éric Le Bourdeau, rédacteur en chef de 01net.com. On a beaucoup parlé de jeux vidéo, on a parlé aussi de métavers, on va y revenir, et puis évoquer le NFT, le Bitcoin, mais juste pour rebondir sur l'actualité, sachez que la semaine prochaine, le 9 février, vous pourrez retrouver sur 01 TV l'impact Samsung. Vous savez qu'il y a l'année est jalonnée comme ça de grands rendez-vous dans le monde du smartphone, avec évidemment les keynote Apple, mais après ou en même temps que les keynote Apple, au niveau de l'importance, il y a évidemment la keynote Samsung, Eric, et elle est prévue pour le 9 février prochain. Et oui, c'est un peu le gros événement. Il y a le CES, puis après, généralement, il y a la keynote Samsung qui lance un petit peu l'année tech, puisque Samsung, c'est effectivement le gros vendeur de smartphones dans le monde, avec souvent des technos qui sont récupérés ensuite par tous les Chinois. Et donc, Samsung va clairement présenter son téléphone phare de l'année, le S22, le Galaxy S22, qui sera décliné cette année, a priori avec une version avec stylet. On sait que Samsung a le S22 Ultra, ce serait donc le très haut de gamme, qui serait une espèce de vitrine technologique de Samsung, et il intégrerait en effet un stylet. Ouais. Puisque avant il y avait le Galaxy Note, mais qui a disparu. Et donc effectivement, Samsung voudrait remettre le stylet au goût du jour avec le S22 Ultra. En tout cas, c'est quasiment certain. Ils l'ont presque confirmé eux-mêmes via un communiqué. Donc on aurait un S22 Plus, qui sera un petit peu plus grand, et le S22 Ultra. S22 Ultra, et peut-être pourquoi pas des surprises aussi durant cette... Peut-être de nouveaux smartphones pliants, ou est-ce que ça sera un autre moment? Ouais. Mais Anthony, on verra, de toute façon... Un petit pliant, moi je serais bien pour. Là, je trouve que ça s'est bien amélioré là quand même. C'est sur les derniers modèles. On en parlait la semaine dernière, là, celui de Huawei qui était très sympa, très joli, même si après ce qu'il y a à l'intérieur, difficilement utilisable au quotidien. Mais en tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'améliorations, et donc ça pourrait être juste intéressant. Un mot, cette keynote, vous pourrez la suivre sur 01 TV. Voilà, comme vous le savez, 01 TV, c'est la chaîne de toute l'actu tech et des keynotes. Voilà. Et donc on sera avec mon camarade Jérôme. Il y aura aussi JB de The E-Collection que tu connais, et Gonzague d'Ambricourt. On sera tous les quatre pour vous commenter en direct dans le grand studio, en plus d'Altis Media, cette keynote. On vous traduira tout ce qui sera raconté, on analysera en temps réel. Et mon petit doigt me dit qu'il y aura une petite surprise à la fin de cette keynote. Donc rendez-vous le 9 février à partir de 16h en direct sur 01 TV. On sera en direct sur la chaîne 01 TV, sur les box, mais aussi sur YouTube, bien sûr. Je referme la parenthèse. Autre rendez-vous qui suit, c'est le Mobile World Congress. Oui. On y sera aussi. Je ne sais pas si tu feras le déplacement, Anthony. Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, nous, on y sera. Je ferai sans doute un Tech & Co depuis le Mobile World Congress, et on fera un 01 Hebdo aussi. Qui visiblement est maintenu. Cette pandémie, on ne sait pas trop où ça va, mais on a l'impression que ça s'étiole un petit peu. Et visiblement, l'organisateur du Mobile World Congress tient la barre. Comme Gary Shapiro du CES. Il y a eu le CES, on va pas faire les petits joueurs, quoi. Voilà, donc on y sera en théorie, et je pense que ça sera un salon très intéressant. On referme cette parenthèse pour replonger dans ce monde du métaverse qu'on évoquait tout à l'heure dans la première partie, avec Carrefour, qui a investi, on le disait, 300 000 euros dans une parcelle sur Sandbox. Tu voulais aussi nous parler de NFT, parce que l'actualité est passionnante, et surtout, il ne faut pas faire n'importe quoi. On se rend compte que... il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de n'importe quoi avec les NFT, clairement. Mais là, ce qui est assez marrant, c'est que la plateforme principale pour créer des NFT et pour les afficher, c'est une plateforme qui s'appelle OpenSea, qui est valorisée à plusieurs milliards de dollars maintenant. 13 milliards. 13 milliards, voilà, je ne savais pas le chiffre, mais c'est énorme. Et en fait, ils ont quelques petits soucis, OpenSea. En fait, il y a beaucoup de petits malins qui se sont dit, mais c'est génial ce business des NFT, puisqu'on peut, en prenant n'importe quoi sur Internet, en prenant n'importe quelle image, n'importe quel GIF, en faire un NFT gratuitement sur OpenSea, et puis essayer de le vendre. Vous pouvez prendre n'importe quelle photo, vous faites un clic droit, enregistrez, vous l'uploadez sur OpenSea, et puis vous le proposez à la vente en crypto-monnaie.
Et en fait, c'est une vraie plaie. C'est clair. C'est une vraie plaie puisque, d'une part, il y a des artistes qui ont, par exemple, créé véritablement ces œuvres, qui se font voler ces contenus et qui se retrouvent avec des NFT sur OpenSea qui ne sont pas qui sont vendus par des voleurs, on va dire. C'est comme si, moi j'achetais un truc, enfin même pas, je trouve un truc dans la rue. Qui a une valeur créative, etc. C'est pas moi qui l'ai fait et je le vends et je me prends le bénéfice, quoi. Voilà. Sauf que bon courage pour les artistes, c'est impossible de revenir en arrière, en fait, de récupérer leur bien derrière. Exactement, c'est impossible. Mais en fait, c'est à OpenSea de faire le ménage. Ils tentent de le faire parce que ils ont en fait changé. Alors, ça a provoqué une énorme polémique dans ce petit monde du NFT. Ils ont voulu faire un changement. Alors, rapidement, comment ça marche OpenSea ? En fait, vous pouvez normalement sans limite uploader comme ça je crois qu'il y a, je sais plus combien il y avait une limite, mais je ne sais plus laquelle, combien elle était, à quelle elle était la limite, pardon. Vous pouvez simplement prendre une image et puis l'uploader et puis la proposer gratuitement. En fait, tous les frais liés à la conception du NFT seront donc payés par l'acheteur de celui-là. Donc ça calmerait peut-être un petit peu les... En fait, du coup, le problème, c'est que tous les gens en profitent et ils ont voulu limiter le nombre de NFT qu'on pouvait, on va dire, créer comme ça gratuitement. Par contre, ce qui a provoqué une grosse polémique parce qu'il y a plein de créateurs légitimes qui se sont dit, moi, ça m'ennuie de ne pas pouvoir créer mes NFT gratuitement. Mais par rapport à ça, ce qu'ils ont montré surtout, c'est qu'il y avait dans le nombre total de NFT conçus sur OpenSea, 80% de ces NFT qui étaient des faux, des copies, des trucs plagiés. Donc c'est un chiffre qui est évidemment énorme, puisque en gros il n'y a que 20% des contenus qui sont originaux et donc qui pourraient être considérés comme de vrais NFT sur cette plateforme. On critique Facebook pour la modération, mais voilà. Et effectivement, ça montre un vrai problème de modération sur ce truc. OpenSea, ils sont un peu trop open. Ils sont très open, très ils sont très open puisqu'ils se disent, évidemment, ils se font une commission sur chaque vente de NFT, donc ils se disent plus il y a de contenu, plus j'ai de chances derrière de me faire un peu d'argent. Mais ça montre... sent la bulle qui va éclater ce truc-là. Je sais pas. Je dirais plutôt c'est le Far West, quoi. C'est juste ça en fait. C'est que comme il y a pas de régulation pour l'instant, il y a effectivement beaucoup de n'importe quoi. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des projets qui sont intéressants. Sur OpenSea, il y a des trucs qui sont top. Moi, je regarde un peu régulièrement. C'est un mélange, pour ceux qui ne connaissent pas. Franchement, ça vaut le coup d'aller jeter un œil. C'est un mélange un peu entre Instagram et eBay, sur le modèle. Instagram pour ce qu'on peut browser comme ça. Tu peux regarder des trucs et puis acheter, en fait. Acheter, absolument. Acheter, voir un peu ce qui va. Enfin, il y a quand même des projets. Alors, le plus connu, celui qui cartonne en ce moment, c'est le Bored Ape Yacht Club. Tu as dû voir passer sur les réseaux sociaux. C'est tu sais, les singes, là. En gros, c'est un chimpanzé, je crois. Avec des costumes différents, etc. Donc il y a plein de gens qui ont ça maintenant en profile picture sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a beaucoup de stars qui se sont achetés certains de ces NFT. Et donc ils atteignent des sommets. Enfin, il y en a certains qui s'échangent pour plusieurs millions d'euros. Enfin, c'est assez fascinant à suivre. Je veux dire, donc vraiment aller jeter un œil, ne serait-ce que pour ça. Et moi, si je devais investir là-dedans, j'investirais directement dans OpenSea en fait, parce que je pense que pour le coup, la plateforme, c'est toujours pareil. C'est dans la ruée vers l'or, c'est toujours les vendeurs de pelles et de pioches qui font fortune. Et OpenSea, en la matière, quand on voit la progression, je disais 13 milliards de dollars de valorisation. Alors, toute théorique, mais ils lèvent des fonds à une vitesse folle. Si on regarde la croissance des utilisateurs, là, ils ont 700 000 utilisateurs. Il y a eu une croissance complètement dingue sur les derniers mois. Et on voit aussi, c'est intéressant, qu'il y a de plus en plus d'ingénieurs de haut niveau de la Silicon Valley, de Google, de Facebook, etc., qui quittent leur carrière bien installée dans ces grands groupes pour aller vers OpenSea. Et en disant, il y en a un qui était cité dans la presse américaine la semaine dernière, je n'ai plus la citation exacte, mais c'était en gros, j'ai l'impression Enfin, j'ai pas envie de rater l'aventure, j'ai l'impression d'être au moment où il y a eu Internet au début, où il y a eu les premiers sites, où il y a eu eBay, etc. Et j'ai pas les mecs qui ont de rater le nouvel eBay, si tu veux. C'est ça. Donc en gros ils prennent des risques. Enfin, il y a énormément d'argent à se faire très rapidement, je pense. Bien sûr. Il y a un côté spéculatif qui est évident. Voilà,
Moi, je suis pas aussi. En tout cas, je me méfie beaucoup de ces plateformes. Alors, c'est vrai qu'ils ont une valorisation qui est incroyable, mais le problème, et comme j'ai eu quelques problèmes à expliquer ça tout à l'heure, c'est est-ce que vraiment ça intéresse une majorité d'internautes ? Est-ce que expliquer les NFT à ma mère, c'est très compliqué. Est-ce que c'est simple à comprendre ? Non, c'est très compliqué. Ça intéresse, effectivement, il y a un énorme buzz, et puis nous, on le connaît, on suit ça tous les jours, et même pour nous, parfois, c'est difficile à expliquer, la technologie qu'il y a derrière, quelles sont les limites de ce truc. Moi, j'ai un peu de doute quand même quant à au passage à un plus grand public de toute ces technologies, notamment pour tous ces trucs-là, puisque finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est OpenSea, c'est présenter des œuvres qu'on a achetées, donc c'est un truc un peu effectivement de show-off, c'est en fait une espèce de galerie d'art virtuelle quand on a acheté des NFT, donc ça permet de dire regardez, j'ai acheté ce truc, j'ai acheté ce truc, j'ai acheté ce truc. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui va se développer dans le grand public du tout. Je suis pas certain. Moi, je suis d'accord sur le côté compliqué à expliquer, mais c'est comme toujours avec les nouvelles techno. En fait, ce qui compte, c'est pas de comprendre. C'est pas forcément de comprendre comment ça fonctionne. C'est juste que ça fonctionne pour toi et que voilà, et que t'en aies une utilité derrière. Et après, c'est vrai que autant pour l'instant. Alors, qu'est-ce qui est une utilité ? Je pense pour l'instant, peut-être que pour l'instant, c'est limité au-delà du côté un peu artistique, des œuvres d'art que tu peux acheter, revendre, etc. Mais il y a beaucoup d'intérêt. Par exemple, on parlait du monde du jeu vidéo. On est en train de regarder ça de très très près. C'est-à-dire, tu pourrais acheter potentiellement dans le MMORPG auquel tu joues un objet en NFT qui t'appartiendrait, qui serait unique, qui t'appartiendrait à toi tout seul, que tu aurais dans ta collection. Enfin, tu vois, on peut imaginer des monétisations à partir de là. Regarde ce qui sont très critiqués par beaucoup de joueurs d'ailleurs. Exactement. Ça a été extrêmement mal pris. C'est vrai. Ubisoft a pris une volée de bois vert de leurs joueurs après avoir installé ce truc de NFT. D'autres studios ont carrément dit on abandonne les NFT puisqu'on voit que les joueurs ça ne leur plaît pas, on abandonne ce système. Voilà, je suis pas sûr que le buzz actuel et l'incroyable le nombre d'articles de presse qu'on voit sur ces trucs aujourd'hui soit vraiment compatible et vraiment avec une utilisation grand public. C'est pas pour autant que le grand public va s'intéresser beaucoup à ces technologies en vrai. Moi, je pense que ce qui va régler et mettre tout le monde d'accord, c'est s'il y a un marché. Oui. Encore une fois, si tout ça existe, c'est parce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter ces NFT. Et aujourd'hui, c'est le cas parce que c'est la mode, parce qu'évidemment, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et qui s'en foutent de mettre 2 millions dans un GIF, tout ça. Mais tout ça, au bout d'un moment, soit ça va exploser, soit ça va retomber comme un soufflet, comme plein d'innovations qu'on a évoquées depuis toutes ces années. Quoi, tu vois, c'est aussi ça. C'est un peu le discours qu'on avait et que certains ont toujours sur les cryptos. Genre, c'est une mode, ça passera, ça intéresse pas grand monde. Et au final, tu vois qu'il y a une communauté, et c'est plus une communauté, c'est de plus en plus grand et qu'il y a une adoption qui va devenir, à mon avis, de plus en plus large. Et pour les NFT, je serais pas étonné que ce soit la même chose. Les NFT, de toute façon, pour acheter un NFT, il faut avoir de la crypto-monnaie. Les deux sujets sont liés et il faut absolument avoir de l'Ether. Donc à partir du moment où on n'a pas d'Ether, on n'a pas de NFT. Bon. Qu'est-ce qu'on c'est peut... pas gagné, je pense. Désolé, non, mais c'est intéressant. Enfin, vos deux points de vue, moi, je sais pas. Moi, j'y crois pas trop non plus, mais on verra. Mais tu es beaucoup plus ouvert sur ces sujets. Moi, ça m'intéresse beaucoup. La crypto, bien sûr. NFT. C'est passionnant, ceci dit. Alors, c'est des sujets qui sont passionnants. Moi, j'y crois beaucoup. Je sais pas si on peut parler là, des chiffres incroyables qui ont été donnés sur les cryptos, justement, très, très, très optimistes, des prévisions. Alors qu'on voit sur la valeur du Bitcoin. Enfin, il y a des trucs. Mais oui, sur la valeur du Bitcoin. Alors, pourtant, en ce moment, c'est vrai que les cryptos sont assez chahutés. Pour ceux qui suivent un peu le marché ces 3 derniers mois, on est très loin des all-time high, comme on dit dans le secteur. On était à $69,000 pour le Bitcoin, on est retombé autour des 38 000, enfin ça dépend des jours. Et là, on a eu un fonds d'investissement qui nous prédit un Bitcoin à $1 million pour 2030. Quand même. Alors là, pour les investisseurs en crypto, là, c'est les étoiles ou les dollars. Faut acheter là, alors. Faut acheter là. Enfin, là, si vous y croyez, en tout cas, parce que ça fait un petit. Bon, si vous avez $38 qui traînent, c'est le moment. Achetez-vous un Bitcoin et puis voilà, vous aurez 1 million dans 8 ans. Dans 8 ans. C'est pas mal. Et pour l'Ethereum qui s'échange autour de 2 500 € là en ce moment, c'est mieux que le PEL, hein. Ah bah c'est beaucoup mieux que le PEL, effectivement. Il prévoit $170,000 pour un jeton d'Ethereum en 2030 aussi. Alors ça fait un peu sourire
parce que c'est le genre de prédiction, tu sais, qu'on voit. Moi, je suis pas mal sur les forums de crypto, les Reddit, etc., qui sont dédiés à ça. Et t'as cette notion, ils appellent ça le hopium, mais avec un H comme c'est en gros, c'est on te drogue avec de l'espoir, si tu veux, c'est un peu ça. Et donc quand tu lis ça, des posts d'internautes, c'est marrant cette expression. Et on te dit c'est un peu, c'est très 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 optimiste, etc. Sauf que là, cette prédiction, elle vient d'un fonds d'investissement qui s'appelle ARK Invest, qui est le fonds de Cathie Wood. Et Cathie Wood, c'est pas n'importe qui, c'est un peu la nouvelle oracle de Wall Street. C'est la nouvelle Warren Buffett. C'est l'une de celles qui a prédit en premier la flambée du cours de Tesla. Quand personne n'y croyait, elle a dit si, vous allez voir, ça va dépasser tout ce qu'on peut imaginer, etc. Donc elle a eu raison, bingo. Donc bon, elle a eu plutôt le nez creux sur certains trucs, elle s'est plantée sur d'autres, mais enfin voilà. En tout cas, quand c'est son cabinet qui dit ça, tout de suite, globalement, on l'écoute un petit peu. Et donc, ce que dit, alors je vais essayer de retrouver les arguments qui sont mis en avant. Alors, l'étude dit, nos recherches suggèrent que le Bitcoin a le potentiel de transformer l'histoire monétaire, donc rien que ça. Et ce qu'elle explique, et ça a du sens aussi, c'est qu'il ne faut pas se focaliser sur justement la volatilité à court terme, ce que font beaucoup d'investisseurs malheureusement, c'est de regarder les fondamentaux qui sont solides, la base d'utilisateurs qui est de plus en plus grande, et c'est vrai, il y a de plus en plus de pays qui commencent à regarder, y compris à installer le Bitcoin comme monnaie légale. C'est le cas du Salvador depuis quelques mois, les îles Tonga veulent faire la même chose. Le pari, c'est que peut-être d'autres pays vont suivre également. Et le fait que le Bitcoin n'est plus seulement, justement, on parlait des NFT, un actif spéculatif, mais que ça commence à avoir une valeur d'usage pour transférer des fonds, par exemple, d'un pays à un autre, quasiment sans frais. Enfin, c'est un vrai concurrent des Western Union, etc. Donc voilà, quand on met tout ça bout à bout, on se dit que sur le long terme, clairement, la valeur, elle va monter. Alors, jusqu'où elle va monter, personne ne le sait. Il faut toujours se méfier de toutes ces prévisions de toute façon. Mais bon, pourquoi pas un million, c'est intéressant. C'est en tout cas... si vous avez quelques euros à investir, écoutez, ça vaut le coup de regarder. Oui, on n'est pas obligé d'acheter un bitcoin d'un coup. J'ai des fractions de bitcoin, heureusement. Moi, je dirais, effectivement, les gens qui veulent essayer ça, c'est intéressant à essayer. En revanche, je déconseille fondamentalement à tout le monde de mettre toutes ses économies là-dedans quand même. Parce que c'est effectivement, on l'a vu ces dernières semaines, il y a eu des chutes incroyables. Le conseil de base dans l'investissement en crypto, à 60 000 balles, là, t'as les boules. N'investissez que ce que vous pouvez perdre. Voilà, ce que vous êtes prêt à perdre. Vous partez du principe que cet argent, il peut retomber à zéro. C'est une possibilité. Il faut gamifier en fait ce truc-là en se disant, voilà, on rigole, on va voir ce qui se passe. Et puis après, mais tu fais bien de le dire parce qu'il y a plein de gens qui découvrent ça. Notamment dans les jeunes générations et aux États-Unis. Moi, je suis beaucoup, je te dis, les forums de crypto, etc. Et le nombre de jeunes, gens qui sortent de la fac et qui se disent, moi, c'est le seul moyen que je veux avoir. J'ai un job un peu pourri, je ne gagne pas d'argent. Si je veux devenir riche, si je veux avoir une retraite, un appartement, une maison, je mise tout, mais je suis all-in là-dessus. Mais c'est flippant. C'est flippant parce que c'est dangereux pour le coup. Parce que si demain le Bitcoin disparaît ou c'est une possibilité. Et puis surtout investir pour de nombreuses années, c'est ça aussi. C'est-à-dire que là, c'est de la spéculation sur. Alors tu as les deux écoles, tu sais, les day traders, eux qui font qui achètent et qui quasiment minute par minute en essayant de faire un profit court. Et effectivement, l'option la plus saine, c'est de faire de ce qu'on appelle le DCA, donc dollar cost averaging. Donc tu mets un petit peu chaque semaine ou chaque mois ce que tu es capable de mettre et en ayant un horizon d'investissement de 5 ans, 10 ans, enfin à long terme. Ceci n'est pas un. Je ne veux pas de conseils financiers, c'est vraiment pas du tout. Oui, bien sûr. On voit que tu travailles à BFM Business. Oui, pardon. De temps en temps, ça ressort, tu sais, comme ça. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on revienne sur la polémique Spotify parce que c'est très intéressant. En plus, je pense qu'on n'a pas tous des avis qui vont dans le même sens. Spotify, donc, premier service de streaming au monde, loin devant les autres. Voilà. Même devant Apple. C'est assez costaud. Et qui s'est empêtré dans une histoire là, de podcast tenu par un spécialiste de l'anti-vax. Ça commence à sentir mauvais. On en parlait déjà la semaine dernière, Anthony. Eric. Oui. Alors évidemment, sujet qu'on traite sur zeronet.com. Disons que le problème, c'est pas donc effectivement Joe Rogan, qui c'est un podcasteur très connu. Alors pas forcément ici, puisqu'il podcaste en anglais, que du coup les francophones le connaissent moins. Mais bon, c'est le podcast le plus célèbre du monde. Et effectivement, que Spotify a payé très cher, 100 millions, je crois. Spotify, Joe Rogan reçoit parfois des invités un petit peu
tendancieux. Voilà, il évoque des sujets parfois sulfureux, notamment à contre-courant de Voilà, alors lui il dit que c'est un libre penseur et que du coup, effectivement, il peut recevoir qui il veut et qu'on s'exprime librement. Sauf qu'effectivement, parfois, c'est des gens qui ont des positions un peu bizarres vis-à-vis de la vaccination, ce qui n'a pas plu à Neil Young. Enfin, vous l'avez évoqué la semaine dernière. Le truc qui manquait la semaine dernière, peut-être, c'était la réaction de Spotify, puisque Spotify est resté un petit peu muet après que les musiques de Neil Young ont été supprimées de la plateforme, puisque c'était ce qui était prévu. Et Spotify a enfin réagi en proposant, on va dire, des règles pour les podcasteurs liés à des propos qui pourraient être anti-vax. Donc en fait, c'est une publication de guidelines où Spotify dit jusqu'où on peut aller quand on parle de vaccination. Et puis on va mettre aussi un warning avant le podcast en question pour dire attention, dans ce podcast il y a des sujets, ce podcast peut être sujet à caution, etc. Donc ils ont pris quelques mesures pour essayer de calmer cette polémique qui n'a fait qu'enfler en fait, puisque effectivement Neil Young est parti, enfin les musiques de Neil Young ne sont plus sur Spotify, mais il y a d'autres musiciens qui tirent un peu la tronche, clairement. Il y a aussi Johnny Mitchell d'ailleurs qui a fait disparaître. Alors je sais pas si vous avez vu, mais il y a Neil Young qui a tweeté un truc. Il a dit bon voilà, je retire toute ma musique de Spotify et si vous allez sur Amazon Music, vous allez retrouver toute ma musique et je vous offre 4 mois gratuits. Et là, je pense que pour Spotify, ils doivent se dire merde. C'est clair. Voilà. Moi, ça commence à être costaud. Alors bon, Neil Young, c'est pas Rihanna. Voilà. C'est pas. Le meilleur quand même, c'est James Blunt. Vous vous souvenez de James Blunt qui a fait un tweet en disant si Spotify ne retire pas Joe Rogan, je sors de nouvelles chansons. C'est ce que je trouve génial en termes d'autodérision et tout, extraordinaire. Très très bon. Mais alors moi je suis un peu embêté là-dessus parce que déjà je suis fan de Joe Rogan, j'aime beaucoup son podcast, j'écoute régulièrement. Alors qu'est-ce que c'est ? Parce que nous on en parle sans savoir. En fait il fait venir, c'est vraiment des discussions au fil de l'eau si tu veux avec des personnalités, mais alors parfois controversées, parfois pas du tout. Mais c'est lui qui avait fait la longue interview d'Elon Musk où il avait fumé un joint en direct, etc. Par exemple, mais il est très bon, c'est un mec, enfin voilà, tu sens qu'il a une empathie avec les gens, enfin il a une manière de discuter très très fluide, et bon après il a des marottes, etc. Moi je suis toujours un peu embêté quand les chantres de la liberté d'expression se transforment en censeurs, et j'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que c'est un peu le même problème avec Hollywood, les chanteurs d'une manière générale. Neil Young il a fait une tournée, alors moi je suis pas très familier avec sa musique, je suis pas forcément un fan ni rien, mais il a fait une tournée il y a quelques années qui s'appelait, je sais plus, Freedom of Speech, c'est le nom de la tournée, donc voilà, il adore la liberté d'expression. À partir du moment où tu as des gens qui pensent pas pareil, alors effectivement là c'est anti-vax machin, etc. Tu peux donner la parole à des anti-vax. C'est pas non plus complètement scandaleux à partir du moment où tu leur apportes la contradiction, où tu discutes avec eux et où tu, du point de vue de la plateforme, tu contextualises, c'est-à-dire tu mets ok, tu as cette interview avec un professeur controversé qui dit que le vaccin ça sert à rien, bon, et à côté de ça tu as le consensus scientifique, donc tu vas mettre 10 interviews de scientifiques qui parlent du vaccin mais avec un autre point de vue. On n'est pas toujours obligé, je trouve, d'être dans la censure et dans, je veux dire, y compris. Moi, je trouve le vrai problème en fait, et on arrêtera là après. C'est que Spotify est à la fois un service de musique et un service de podcast, et ça a été leur volonté. Moi, je paye Spotify tous les mois. Je ne paye pas Spotify pour avoir des podcasts, je paye Spotify pour avoir de la musique. Et c'est pour moi, au contraire, un problème que pour le business, parce que c'est ça qui leur apporte de l'argent aujourd'hui, c'est les podcasts, c'est pas la musique, que on se retrouve avec ce genre de polémique, de musique qui s'en vont. En vrai, moi, ça me pose un problème. Quelles que soient effectivement les qualités, je n'écoute pas Joe Rogan, je ne sais pas qui c'est, je connais pas son podcast. Mais c'est ça le souci, je trouve. C'est qu'en fait, Spotify, comme devrait être, ce qu'il a été depuis le début, un service de musique. Donc, qui dispose de la plupart des musiques que l'on connaît. Et ce n'est pas, a priori, ils se sont mis dans le podcast parce qu'ils se sont dit. Après, là où on peut rejoindre Eric, et ça sera le mot de la fin, parce qu'on a fait péter la pendule, comme on dit, c'est vrai que finalement, cette histoire-là va
appauvrir le service initial de Spotify, qui est la musique, je peux l'entendre, par rapport à un service annexe qui était le podcast. C'est vrai. Et c'est vrai que, bon, voilà, ça c'est un peu bizarre. Non, mais t'as raison. Du point de vue du fan de Neil Young et de l'utilisateur de Spotify, je comprends qu'on puisse être frustré de ce point de vue-là. Mais on va voir si cette histoire-là s'arrête là ou si ça continue, parce que on ne sait pas trop si ça va s'escalader encore. Messieurs, c'était top. Franchement, on a passé une petite heure là. On aurait pu continuer. Hein. Mais oui, c'est ça. On aurait pu continuer. Et j'espère que vous avez pris tout autant de plaisir à nous écouter que nous et moi-même à écouter Eric et Anthony. Merci à tous les deux. Merci. De quoi je me mêle est terminé. Je vous donne rendez-vous donc bien sûr dès lundi sur BFM Business pour Tech & Co. Le 9 février 16h pour la keynote Samsung. À très vite et merci de nous regarder ou de nous écouter comme chaque week-end un peu partout. À très bientôt et bon week-end. De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.